Merci Jean-Michel pour la présentation et pour les lunettes, puisque je n'avais pas les miennes avec moi. C'est vrai que vous m'entendez bien là. Jean-Michel a parlé du livre et vous avez compris qu'il s'agit plutôt d'une réflexion à partir des routes. Pas uniquement sur les routes, mais à partir des routes. Cependant, venant ici et découvrant cette association SOS Durance Vivante, qui fait un peu écho à une association qui a existé dans le département d'où je viens et qui s'appelait SOS Loire Vivante. Venant ici, j'ai voulu essayer, plutôt que de répéter ce livre que j'ai déjà présenté plusieurs fois, et à chaque fois en essayant d'adapter ma présentation au lieu où je me trouve, j'ai voulu essayer d'aborder la question de l'aménagement du territoire ce soir, non pas à partir des routes, mais à partir donc de la rivière et de l'aménagement de la Durance, parce que c'est un bel, entre guillemets, un bel exemple d'aménagement du territoire qui se poursuit depuis 70 ans, puisque le barrage de Serre-Ponçon a été construit en 1975. Je me suis trompé dans la date. 70 ans, ça nous rapporte avant 75. 1961. Je voudrais d'abord circonscrire un peu mon sujet de ce soir, c'est-à-dire circonscrire, ça veut dire le cerner, le définir au fond, et je le fais en précisant ce que je pourrais appeler les circonstances, mais en prenant le mot circonstance dans un sens étymologique, à savoir, je vais considérer ce qui gravite autour de l'aménagement de la Durance, pas tout, mais simplement quelques éléments historiques que j'ai choisis ce soir pour voir un peu les enjeux de cet aménagement. Je ne pourrai évidemment pas faire le tour de ce sujet, mais je vais en préciser ce qu'on pourra appeler un peu la conjoncture. La conjoncture, si on prend encore ce mot dans son sens fort, une conjoncture, c'est ce qui lie ensemble des éléments disparates, des éléments qui auraient pu très bien ne jamais se rencontrer, mais qu'on peut aussi, auquel on peut trouver un sens, une signification. Les circonstances dans lesquelles est née l'association SOS Durance Vivante peuvent peut-être s'éclairer par une conjoncture générale qui tient à la conjonction d'éléments aussi différents que une géographie, celle des Alpes, un projet, celui de l'aménagement du territoire, une œuvre littéraire dont je vais parler, celle de Jean Giono, et une pensée philosophique dont je vais parler un peu moins, mais un peu quand même, celle de Martin Heidegger. La rencontre à la fois fortuite et pleine de sens, quand on y réfléchit, de ces quatre événements, ces quatre éléments, définissent ce que je pourrais appeler la conjoncture de l'aménagement de la Durance. Alors cette conjoncture se met en place dans le courant des années 50. EDF est créé en 1946. L'idée de l'aménagement de la Durance pour produire de l'électricité commence quelques années plus tard. L'ouvrage clé de cet aménagement, à savoir le barrage de Serre-Ponçon, est construit non pas en 1975 ni en 61 d'ailleurs, mais en 1955. Cette fois-ci, j'ai la bonne date. Le poète majeur de la Durance, Jean Giono, vient voir le début des travaux, et en 1958, il se trouve qu'il tourne un film avec François Villiers qui s'appelle L'eau vive,
Un film qui constitue en quelque sorte sa réponse à lui sur ce projet, sur ce barrage. Et c'est curieusement la même année, en 1958, par une coïncidence jamais relevée à ma connaissance, que celui qu'on reconnaît comme un des grands philosophes allemands de l'époque, Heidegger, vient à Aix-en-Provence prononcer une conférence pour inaugurer les nouveaux locaux de la faculté de philosophie qui s'est installée quelques années plus tôt, avenue Robert Schuman. Pour le cadre géographique, à savoir la Provence, ça, je suppose que vous le connaissez mieux que moi, mais avec quel type de regard les aménageurs se sont mis à voir la Durance? Avec quelle idéologie? Eh bien, il y a là un petit film de l'époque qui permet de comprendre ce regard, cette idéologie. Un film dont je ferai le commentaire en plus. C'est un film tourné par la télévision française en 1957. Vous voyez, 1958, 1957, on est dans le même moment crucial. Alors, regardons-le. Demain s'élèvera jour après jour le premier barrage en terre d'Europe. Un barrage qui atteindra la hauteur de la tour Eiffel et 2 fois sa largeur à la base. Ainsi, entre les promontoires en chicane de Serre-de-Monge et de Serre-Ponçon, s'emmagasineront de vitales réserves d'eau. Dans l'histoire économique de la Provence, ce vendredi 29 mars aura marqué la fin de 2 fléaux qui périodiquement dévastaient la terre de Mistral, sécheresse mortelle et crues incontrôlables. Vendredi dernier, en effet, l'homme a gagné la première manche d'une gigantesque partie engagée contre la Durance il y a plus de 6 ans. Aux précédents travaux souterrains va maintenant succéder la construction proprement dite du barrage de Serre-Ponçon. Avant que d'entasser et de compacter 12 millions de mètres cubes de terre, c'est-à-dire une vraie montagne, il fallait faire violence à la rivière et l'engager de force dans les galeries de dérivation qu'on lui avait préparées. Une pelle Bucyrus devait effectuer le creusement du chenal, cependant que Bulldozer, Dumpers et Euclide allaient définitivement interdire aux eaux vives de prendre un autre chemin que celui voulu par les audacieux réalisateurs de Serre-Ponçon. Naturellement, Jean Giono assistait à ce combat des monstres de fer contre une rivière à ce jour réputée indomptable. Et c'est un peu le chant du monde, un chant nommé Prospérité future, que nous retrouvions dans le vacarme des moteurs, les affalements sourds des roches et de la terre, les cris joyeux des conducteurs et la rage des flots. Les chefs des 2 chantiers se sont enfin rejoints sur un élément qui n'est pas encore de la terre ferme, mais qui n'appartient plus aux caprices de l'onde. La Durance bouillonne maintenant dans la nuit d'une galerie de béton. Plus tard,
quand on ne lui commandera pas d'aller étancher la soif des campagnes torrides, cette prisonnière engendrera de l'énergie. La Durance parcourt désormais 900 mètres d'une route qu'elle ignorait. Et dans les tourbillons boueux de sa défaite, sous le soleil printanier, la Durance matée semblait avouer déjà l'or futur de la fertilité rationnelle, de la force, de la lumière et du mieux-être de toute une région. Voilà. Alors, en 1957, la télévision française est une télévision d'État. EDF est un organisme d'État. Il y a donc eu une collusion qu'on retrouve toujours dans l'aménagement du territoire, aussi pour les routes, entre les grandes entreprises de travaux publics et l'État. L'État finance l'aménagement du territoire et il le soutient aussi par une idéologie officielle dont on vient d'avoir une illustration. Cette idéologie met à son service les grands moyens de communication, la presse et ici la radio-télévision. L'aménagement du territoire est donc, je dirais, une double fabrication. Vous voyez, fabrication matérielle, il faut faire le barrage, fabrication des infrastructures en général et fabrication intellectuelle de l'opinion. En démocratie, il faut que l'opinion, en effet, soit favorable aux travaux d'aménagement. Il faut qu'elle adhère, en quelque sorte. Autrement dit, les pelleteuses et les bulldozers qu'on voit marchent de pair avec les journaux et la radio-télévision. Il ne faut jamais oublier que ça va ensemble. Les chantiers ont besoin d'une communication qui soit à leur service, et c'est bien l'objet de ce film. Ce film commence, vous l'avez vu, par l'image des engins, mais accompagné par la musique de la chevauchée des Valkyries. Cette célèbre composition de Richard Wagner avait été l'hymne de l'armée de l'air nazie. Dans le documentaire, ici, elle associe incontestablement l'aménagement du territoire à la guerre. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Au cœur de la Haute-Provence, les engins sont une sorte d'armée qui se déploie et leur travail ressemble à une mission militaire. D'autant que l'Empire colonial français a eu l'habitude de lier la conquête et la domination armée et la construction dans les colonies de grosses infrastructures. Ça allait ensemble. Pour preuve, notamment, la construction du barrage de Marcala sur le fleuve Niger en 1934 et commencé en 1934, achevé en 1947, par la Société française des travaux publics dans ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français, actuellement le Mali. L'aménagement mécanisé du territoire par le génie civil s'était élaboré dans les colonies parce qu'il y a dans la prise de possession et dans la transformation des milieux naturels, une violence, en effet, propre au pouvoir autoritaire qui était en place dans les colonies, c'était le pouvoir colonial. Mais le choix de la Valkyrie dans ce documentaire va encore plus loin. Il est quand même étonnant de voir comment, 12 ans après la guerre, l'État français reprend au nazisme sa musique emblématique. Je dois dire que les bras m'en sont tombés quand j'ai découvert ça. C'est un peu comme si on reprenait un trophée à l'adversaire d'hier, pris à l'ennemi, donc,
et qu'on s'approprie ce trophée pour montrer la puissance des vainqueurs à travers la puissance des machines. Mais c'est aussi établir une continuité troublante, en fait, entre le Troisième Reich et ici la Quatrième République. L'aménagement du territoire avoue, dans ce film sur la Durance, son héritage politique. Il est la poursuite des grands travaux mis en place, commencés par le nazisme. On sait que les grands travaux avaient été un axe important de la politique hitlérienne, pour des raisons qui étaient économiques, mais qui étaient aussi idéologiques. Manifester la puissance allemande pour Hitler par les prouesses de la technologie allemande. Il y a eu une correspondance entre la force des machines et la force des armes. Les philosophes Horkheimer et Adorno, dont je parle beaucoup dans mon livre et qu'on mentionne habituellement comme des philosophes de l'école de Francfort, ces philosophes ont bien analysé qu'après la guerre, s'il y a eu une rupture politique forte avec l'idéologie nazie, il y a bien une rupture, il y a également certains éléments de continuité au niveau technologique et industriel. Et c'est ce que montre l'aménagement du territoire en général et ce film en particulier. Les Valkyries, en effet, sont des femmes guerrières dans la mythologie germanique et les associer ici à l'aménagement de la Haute-Provence signifie que les valeurs reprises par les aménageurs ne sont pas tout à fait, en tout cas sur le point de la technologie, ne sont pas à l'opposé des valeurs qui étaient déjà promues par les régimes fascistes, notamment donc l'apologie de la puissance par la technologie. Si l'on en vient maintenant au texte de ce documentaire, on constate qu'il développe l'idéologie du progrès et de la grandeur nationale. L'idéologie est tournée vers l'avenir. Et vous avez vu, ça commence par le mot « demain », ce film. Ça gravite autour de ce mot. Et donc, Jean-Michel, tout à l'heure, dans la présentation, a lu un extrait de mon livre où il y a le mot « promission ». Oui, c'est une promesse avec peut-être une dimension d'ailleurs religieuse. La promesse de quoi? Eh bien, je cite le film, de la prospérité future. C'est une marche vers ce que le film appelle le mieux-être, grâce à ce qu'il appelle d'une manière très lyrique l'or futur de la fertilité rationnelle. L'or futur de la fertilité rationnelle. C'est une vision en réalité mythologique du progrès. C'est même davantage. La technique reçoit une valeur quasi messianique dans un film comme ceci, ce qui sous-entend qu'une sorte de providence, qui ne dit évidemment pas son nom, ou de promesse divine sans Dieu, oblige les hommes désormais à s'engager sur le chemin de la modernité. Et qu'il n'y a pas le choix, c'est le chemin forcé, le chemin tracé. En comparant le barrage à la Tour Eiffel, vous vous souvenez, au début du film, on célèbre la grandeur nationale, évidemment, mais pas seulement. Technologiquement, Serre-Ponçon est présenté comme le premier barrage en terre d'Europe. Et cette technique, eh bien, elle vient des États-Unis, qui ont inventé non seulement cette technique des barrages en terre, mais aussi qui ont inventé aussi le bulldozer, permettant désormais des terrassements à grande échelle. Donc, en se mettant première dans le sillage du grand vainqueur de la guerre, les États-Unis, la France se place à la fois du côté de la puissance et de la modernisation. Elle valorise sa grandeur propre, nationale, mais elle valorise aussi le fait qu'elle est du côté du vainqueur
à qui on prend les machines et la technologie. Elle se grandit en se faisant elle-même l'instrument d'une puissance politique encore plus grande qu'elle. Quant à la Provence, ici, elle est présentée comme une région prisonnière de fléaux ancestraux, dont elle ne peut pas par elle-même se défaire, à savoir la sécheresse et les crues. Seule une intervention extérieure de la puissance technologique de l'État peut venir la délivrer, cette prisonnière. La Provence apparaît bel et bien comme une colonie qui doit tout attendre d'une puissance civilisatrice qui vient d'ailleurs. La relation entre, d'un côté, une province folklorisée, on cite Mistral à un moment, et Giono, qui est pas cité mais qui est montré. Donc d'un côté, vous avez cette province folklorisée, et d'un autre côté, vous avez un État équipé de gros engins et de belles intentions. Cette relation qui reproduit au fond celle, si on y réfléchit bien, qui existait entre les colonies et la métropole. D'ailleurs, cet État, vecteur de pénétration des technologies américaines, représente aussi la colonisation des régions d'Europe par la surpuissance des États-Unis. À cette époque, on n'est pas loin encore de l'époque du plan Marshall. Du reste, la violence dans un film promotionnel comme celui-ci n'est même pas cachée. Elle est plutôt, cette violence, mise en scène et valorisée. La Durance est présentée comme un ennemi qu'il faudrait vaincre. Il s'agit de lui faire violence, de l'engager de force, de lui interdire sa vie naturelle et surtout de la commander. Elle est appelée une prisonnière, elle est une ouvrière qui obéira désormais, elle est matée, elle est vaincue et en somme, elle est comme une esclave. Une esclave semblable peut-être à ces ouvriers que sur les chantiers coloniaux on ramassait un peu partout en Afrique pour les faire travailler dans les grands chantiers coloniaux. Dans ce film, l'idéologie coloniale exprime crûment ces grands principes, mais ils sont rendus acceptables parce qu'il y a la République, parce qu'ils sont appliqués à la Durance par un jeu de déplacement. C'est sur la nature que se reconvertit en somme la violence dominatrice de ce qu'à l'époque on appelait encore l'Empire français. La guerre d'Algérie n'est pas conclue à ce moment-là. Il s'agit donc de soumettre la Durance à la volonté. Mais à la volonté de qui? À la volonté de l'homme, avec un grand H, est-il dit. L'homme. Mais qu'est-ce qui est caché par ce mot Ce qui est caché, donc, vous voyez, ce n'est pas la violence, mais c'est l'État. Ce qui est appelé ici l'homme, c'est le pouvoir politique, à savoir une entité abstraite, l'homme, comme on dit l'État, c'est abstrait, et unitaire, c'est-à-dire que tout le monde serait d'accord, tout le monde parlerait d'une même voix. Il n'y a pas des hommes, dans une idéologie comme celle-ci, il n'y a pas des hommes qui discutent entre eux et qui ne sont pas toujours d'accord. Non, il y a l'homme. Et tous les citoyens n'ont qu'à se ranger derrière ce mot magique de la victoire de l'homme sur les grands fléaux ancestraux. On voit donc à l'œuvre une entreprise de dépolitisation. Tous les hommes sont d'accord, donc il n'y a pas de politique. Dépolitisation portée par l'idée de l'aménagement du territoire, où il n'y a pas de place pour le débat et les désaccords. Alors, la présence de Jean Giono dans ce film, c'est la dimension un peu la plus ironique du film. On le montre sans lui demander ce qu'il en pense, vous avez vu des travaux.
et on laisse supposer qu'il est là pour approuver les travaux, pour les cautionner en quelque sorte. On transforme la signification du titre de l'un de ses romans, Le Chant du monde, qu'on cite donc, pour faire croire que cette expression, le chant du monde, s'applique à l'activité technologique des hommes du chantier. C'est un parfait contresens. C'est en somme le comble de la dépolitisation. L'écrivain n'est plus présenté comme un opposant réprobateur, mais il est inclus dans l'idéologie de l'aménagement du territoire. Mais en fait, demandons-nous maintenant que j'ai fait un peu le commentaire du film en dégageant tous les messages au fond qui passent, qui transparaissent à travers ce film, demandons-nous maintenant ce que pensait vraiment ce Giono muet inclus dans le film et à qui la propagande fait jouer un rôle contraire de ce qui fut réellement le sien. Alors il s'intéressait, Giono, depuis longtemps à la Durance. Larivière était rentré dans ses livres, notamment lorsqu'il écrivait justement Le Chant du monde, entre 1931 et 1933, alors qu'à ce moment-là, les eaux de cette Durance étaient encore sauvages. Toute l'intrigue de ce roman, Le Chant du monde, se déroule sur les rives de la Durance. Et le personnage d'Antonio dans le livre, c'est un pêcheur. C'est une sorte de personnification de la Durance. La Durance représente un peu l'habitant, le riverain de la vieille Durance, de la Durance sauvage. La rivière fait partie de sa vie quotidienne et elle fait quasiment partie de son corps. Tous les jours, il se baigne, il entre dans ses eaux, il les ressent, ses eaux, contre son ventre, sur sa peau. C'est ce que développe Giono dans son roman, ces métaphores, je passe un peu vite. C'est pour lui une relation quasi érotique que ce vieil habitant entretient avec la rivière, en tout cas clairement corporelle. Ce monde d'avant était plein de célibataires solitaires pour qui les choses de la nature étaient comme des partenaires en fait. Ça pouvait être une bête, un arbre, un ruisseau, mais pour Antonio, c'était la Durance. La Durance naturelle, pour ses habitants, n'était pas simplement un spectacle ou encore moins un objet, elle était une vie, et ça Giono le répète très souvent, une vie vivante, une présence aussi forte que celle de quelqu'un et avec qui on nouait une relation affective. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme ça, comme une sorte d'histoire d'amour avec, comme dans les mariages, un peu ambivalent au fil du temps. Il y avait de la tendresse, de la fâcherie quand la Durance était mauvaise et qu'elle détruisait des champs entiers, mais une fidélité au fil du temps. Voilà comment Giono décrit son personnage qui incarne la Durance, qui est l'habitant de la Durance. En 1939, Giono évoquait, je le cite, la vraie puissance du fleuve, puisqu'il l'appelait fleuve, lui, la vraie puissance du fleuve, ce qu'il représente exactement dans le monde, sa mission par rapport à nous, sa lumière intérieure, son charroi de reflets, sa charge sentimentale de souvenirs, ce lit magique qu'il se creuse instantanément dans notre âme. Autrement dit, la relation à la Durance, elle est à la fois amoureuse et spirituelle, puisqu'elle pénètre pour le riverain jusque dans son âme. Cette relation n'avait rien à voir avec ce que dans la rationalité dont nous parle le film, on admet comme la séparation qui existe entre un homme rationnel et des choses, des objets. La nature n'est pas forcément un ensemble de choses ou d'objets. Aujourd'hui, on l'appelle la nature objective, mais qui l'appelle comme ça? Les ingénieurs, ceux qui ont fait les aménageurs, ceux qui ont fait le film.
C'est pourquoi, vivante comme elle était, cette Durance, on ne pouvait, pour Genot, la représenter qu'en la personnifiant. Il fallait que ce soit quelqu'un finalement, parce qu'on avait avec elle une relation comme quasiment avec une personne. Parfois, on peut lui donner une forme d'animal. Alors c'est ce que fait Giono dans un texte de 1961, dont je vais vous lire cet extrait, où il parle de la Durance sous forme d'un chat. Sous le grand soleil et l'azur clair, certes, elle, la Durance, fait la chatte à sa manière, car elle n'est pas rivière à miroitement paisible. Elle s'étire, elle rit dans ses galets, elle se pomponne d'arbres vermeils, elle flâne, elle trotte, elle aguiche, elle frétille, mais que l'orage gronde et elle gronde, elle se gonfle, elle déchire de ses pattes brunies les terres de sa vallée. Alors, d'autres fois, Giono l'incarne en personnage, comme c'est le cas dans Le Chant du Monde avec Antonio, ou 20 ans plus tard, il l'incarne dans un autre personnage, qui est le personnage d'Hortense dans le film L'eau vive. Alors, L'eau vive, c'est un film curieux parce qu'il a été financé par EDF. Giono, qui est d'un caractère malicieux, aimait à brouiller les pistes et il n'a pas craint d'accepter le financement d'EDF pour critiquer sourdement l'aménagement de la Durance. Pour faire du cinéma, en effet, il faut de l'argent et autant le prendre chez ceux qui le gagnent, même si on n'approuve pas la manière dont ils le gagnent. L'argent est d'ailleurs au cœur du scénario de L'eau vive. Ce scénario raconte comment la jeune Hortense sauve la vie pastorale d'un de ses oncles en lui permettant de déplacer dans la Crau la bergerie qu'il ne peut plus garder dans la vallée de la Durance qui a été bouleversée par les aménagements d'EDF. Alors, elle le peut comment sauver cette vie pastorale grâce à l'argent hérité de son père. Giono montre qu'on peut faire un usage utile de l'argent en l'enlevant des mains des aménageurs pour s'opposer à l'idéologie de l'aménagement. Plutôt que cet argent ne serve à la propagande, comme on vient de le voir, mieux vaut, a-t-il pensé, qu'il serve à critiquer l'idéologie du progrès qui est à l'œuvre ici. Et pour peu qu'on sache imaginer un scénario assez malin, comme le fait Giono, celui de L'eau vive, qui s'adresse à des gens qui sont supposés assez intelligents pour le comprendre et pas simplement au premier degré, eh bien, on s'en peut-être que d'ailleurs EDF ne s'en apercevra même pas du message qui passe à travers le film. Entre EDF et l'État français d'un côté et Giono d'un autre côté se noue une relation donc complexe et pleine de malice où chacun cherche à piéger l'autre. La propagande médiatique qu'on vient de voir utilise l'image de Giono dans un film qui fait la promotion du barrage de Serre-Ponçon, mais en réponse, Giono utilise l'argent d'EDF dans un film qui fait la critique du même barrage. La leçon à en tirer est que la malice est un moyen nécessaire et important dans nos luttes contre des entreprises, l'État, l'aménagement du territoire, parce qu'eux-mêmes sont portés à mentir sans vergogne quand c'est nécessaire. Plus tard, hors du cinéma, Giono sera beaucoup plus franc dans son propos qu'il ne l'est dans son film. En 1963, il écrit ceci: « Avant Serre-Ponçon et toutes les manigances d'EDF, c'était un fier torrent alpin. » Il parle de la Durance. « Ses eaux étaient semblables à une horde de chevaux. C'est maintenant un fleuve de poussière et d'insectes. » 2 ans plus tard, en 1965, il marquera haut et fort sa rupture avec les élus de sa ville, Manosque,
qui, dit-il, je le cite, « ont accepté bêtement, je tiens au mot, et même avec un enthousiasme de naïveté primaire et de politique de comice agricole, la création du centre nucléaire de Cadarache. » D'ailleurs, dès 1963, Giono s'isole de ses concitoyens en dénonçant l'aménagement de sa propre ville. « Tout a disparu, écrit-il. Manosque n'est plus qu'un ramassis d'HLM arrogantes, hideuses et fragiles. Les petits esprits n'ont que le modernisme à la bouche. Ils ont réussi à faire de l'architecture un élément du comique. » Vous voyez donc que la position de Giono est on ne peut plus claire par rapport à l'idéologie du progrès, et que de le trouver là dans ce film, c'est étrange. Mais cette franchise qu'il se permet d'avoir dans certains écrits des années 60, il ne pouvait pas l'avoir quand même dans un film pour lequel il avait besoin de l'argent d'EDF. Alors il exprime le même message, mais d'une manière plus voilée et subtile dans L'eau vive, en comptant un peu sur l'intelligence des spectateurs. Donc il s'en prend néanmoins à des travaux qui exigent un déplacement forcé des populations, puisque les villages d'Ubaye et de Sabine, devant être détruits, puis engloutis par le barrage, ça a donné lieu au déplacement forcé des habitants. Aux yeux de notre droit humanitaire actuel, les transferts forcés de population sont proscrits. Mais on n'applique guère ce principe à l'évacuation définitive de certains villages dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et on peut bien se demander pourquoi. En Lozère, la construction du barrage de Nossac entre 1976 et 1980 a déplacé, elle aussi, de force, tout un village aujourd'hui noyé. À Serre-Ponçon, la même violence s'est produite. Et donc, on a une réplique dans le film de Giono, c'est celle-ci. « Ce soir, c'est tout Ubaye qui sera un tas. Ils vont mettre des CRS partout. » Depuis, on a vu de nombreux travaux, des travaux publics s'effectuer sous protection policière. Et je cite un exemple pour la 88, des travaux qui se font sous protection policière parce qu'il y a des opposants. Dans nos luttes, d'ailleurs, il ne faut peut-être pas hésiter à obliger l'emploi de la force publique sur les chantiers afin que l'État se montre tel qu'il est, à savoir le vecteur d'un aménagement violent qui confisque parfois leur pays ou leur village aux habitants et y impose ses projets par expropriation juridique et destruction physique à l'aide de bulldozers ou d'engins de débardage. Giono insiste sur la valeur inestimable hors marché des maisons pour les habitants qui les habitaient et qui ne voulaient pas les vendre. Je cite, « Moi, ma maison, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ?» dit une habitante de Sabine. « On nous dit une maison neuve ailleurs, même un château, pour nous les vieux, ce serait l'hospice. » Mais dans L'eau vive, EDF n'est pas le seul responsable. Les habitants eux-mêmes, aux yeux de Giono, collaborent à l'aménagement parce qu'ils préfèrent l'argent à leur propre pays. Nombreux d'entre eux sont contents qu'on les paye et imaginent les profits qu'ils pourront faire grâce à l'aménagement de la Durance, grâce au barrage. Ils sont, Giono les montre ainsi, ils sont fondamentalement égoïstes. Giono porte un regard sans concession sur les habitants de Haute-Provence parce qu'il ne s'oppose même pas à ce qui détruit leur pays. En fait, ils ont peur. Avant le barrage, ils avaient peur des crues de la Durance et au moment du barrage, ils ont peur que ce barrage cède. Et c'est tout ce qui les inquiète. Ils ne sont pas contre par principe, sauf qu'ils ont peur. Le moyen de les faire collaborer, alors, c'est de les rassurer. C'est de leur vendre la sécurité, comme on le fait aussi pour les routes. Il y aura moins d'accidents avec les grandes et belles routes. On leur promet... donc, l'un des personnages de Giono dit ceci.
Tu nous en veux, Hortense. Pourtant, rappelle-toi notre hameau et les crues de la Durance. Aujourd'hui, la Durance a fini de nous faire peur. On la tient derrière des murailles. Elle ne fera plus de mal. Alors, le surnom d'Hortense dans le film, c'est Grenouille, parce qu'elle aime l'eau. Elle aime l'eau de la Durance. Mais ceux de sa famille, eux, n'aiment que l'argent, la sécurité et les machines. Ils trahissent en quelque sorte leur propre pays, l'abandonnent aux aménageurs. Ils n'ont qu'un seul souci, tirer avantage. La conséquence, c'est que la Durance est sacrifiée aux passions humaines. Ce film, plutôt léger en apparence, je parle de l'eau vive, cache une sorte de tragédie où les hommes s'entendent à travers leurs conflits même pour sacrifier et mettre à mort une vie innocente, comme dans les tragédies, et peut-être même une vie qui représente une sorte de divinité. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, c'est la vie de la rivière. À la fin du film, Hortense fait référence à la Bible, ce qui permet à Giono d'introduire quasiment une dimension quasi rituelle dans les événements en cours à Serre-Ponçon. Il fait dire à Hortense, qui, rappelons-le, représente la Durance, il lui fait dire « Je me demandais pourquoi il fallait que ce soit moi qui meure pour que d'autres vies soient plus faciles. » Il y a toujours des sacrifiés dans l'aménagement du territoire. C'est ce que veut nous dire Giono. Des personnes qui perdent, mais aussi des vies naturelles, des arbres, des rivières. Il faut dire à Hortense, l'aménagement du territoire prend alors une dimension presque christique, comme si c'était la terre, finalement, qui lentement est mise à mort à cause de la faute des hommes, enfermés dans leurs passions, dans leurs calculs mesquins. Alors, la mise à mort de la Durance par la fée électricité, que représente EDF, sous le regard intéressé et calculateur d'habitants cupides, peut alors devenir, dans le film, à certains moments, l'illustration d'une passion, avec un grand P, cette dimension donc du sacrifice. L'aménagement du territoire, certes, redispose les affaires humaines. Certains, bien sûr, y gagneront à chaque fois qu'on fait une route ou à chaque fois qu'on fait un barrage ou à chaque fois qu'on fait un équipement quel qu'il soit. D'autres y perdront. Et il faut en quelque sorte le bon sens, le sens des habitants le plus souvent, c'est de se dire qu'il faut être du bon côté, mieux vaut être du côté de ceux qui vont y gagner grâce à la modernisation. Tant que la rivière était naturelle, chacun subissait les caprices des crues. Quand les crues de la Durance, dit un personnage, menacent Savine, quand celle d'Ubaye menace Ubaye, c'est la faute à personne. Au contraire, quand la Durance et l'Ubaye se mettent à couler à rebrousse-poil, du bas vers le haut, c'est-à-dire avec des eaux après l'aménagement, et enfoncent des bourgs, le village, les hameaux et les fermes, c'est la faute à quelqu'un. Voilà, à partir du moment où le fleuve, où la rivière est sous contrôle, elle est sous la responsabilité de l'homme. Mais dès que les hommes prennent le contrôle des fleuves et des rivières, la question de l'eau alors devient une question politique. Et donc c'est un vrai tournant dans notre relation à la nature. La nature, ça devient une question politique. On va alors commencer ce qu'on appelle le conflit des usages. Va-t-on favoriser plutôt l'irrigation ou la production d'électricité ou le tourisme? Va-t-on favoriser la culture vivrière ou la monoculture ou parfois la forêt? Plus s'accroît le pouvoir de décision des hommes sur la nature, plus les conflits entre ces hommes se multiplient.
Lorsque la vie est soumise à ce que des hommes décident d'en faire, la question se pose de savoir quels hommes doivent prendre les décisions et en faveur de qui ils vont les prendre. Après la Deuxième Guerre mondiale, les machines entrent dans l'œuvre de Jean Giono, dans ses romans, je veux dire, qui avaient commencé par être des romans plutôt pastoraux au début des années 30. L'écrivain est le témoin de ce temps où la mécanique entre dans la France bucolique, virgilienne des campagnes. Son dernier roman, inachevé, Dragoon, porte même le nom d'un gros engin américain servant à asphalter les routes nouvelles. D'un de ses personnages dans ce roman, un de ses personnages dit ceci: « Il ne se mêle pas à la guerre de 39 et tout de suite après, il parle d'un personnage, hein, il ne se mêle pas à la guerre de 39 et tout de suite après, il achète toutes les machines qui viennent d'Amérique, bulldozer, Welldisher, Super Loadmaster, 1000, 2000, 3000, Big Crater, Scrapper, Convoyeur, Dumper, Tank à bitume et à fuel. » Voilà un personnage en quelque sorte qui a compris qu'à partir de la libération, la nouvelle guerre se mènera contre la nature et que les engins des travaux publics seront de nouvelles armes, les chantiers étant comme des entreprises militaires du point de vue de l'organisation. En réalité, ces machines représentent d'abord une mécanisation de la destruction. Elles permettent en effet d'accroître la puissance d'attaque massive contre les sites. Un personnage dans Hortense, dans L'eau vive plutôt, dit « Si le bulle ne suffit pas, on l'aura à la dynamite ». Et donc vous voyez que ce qui est mis en lumière par Giono, c'est la violence de ses travaux. Plus il médite en avançant en âge, Giono, plus il comprend l'événement qu'est l'aménagement de la Durance. Peut-être au début il ne le comprenait pas aussi bien. Or, dans ses romans, en 1966, 4 ans avant sa mort, il écrit ceci: « Il est évident que nous changeons d'époque. Nous avons un héritage laissé par la nature et par nos ancêtres. Des paysages ont été des états d'âme et peuvent encore l'être pour nous-mêmes et ceux qui viendront après nous. Une histoire est restée inscrite dans les pierres des monuments. Le passé ne peut pas être entièrement aboli sans assécher de façon inhumaine tout avenir. » Giono avait plutôt tendance à rester optimiste. Il ne croit pas à la possibilité d'un anéantissement de la Provence. D'ailleurs, le scénario de L'eau vive se termine bien. Parce que comment ça se finit ce film, c'est la réussite de cet exode donc d'un oncle d'Hortense qui va délaisser le haut pays et aller s'installer dans la Crau, qui va devenir, grâce à l'irrigation, évidemment, plus luxuriante. Donc, pour Giono, il est assurément possible de fuir l'équipement outrancier de la terre et de se trouver un petit coin de nature pour soi, un petit coin de vieille culture pour y cultiver le bonheur. C'est ça sa sagesse, si je puis dire, la sagesse qu'il défend. D'ailleurs, rien ne dit que les aménagements humains traverseront des siècles et des siècles. Le barrage, parfois la nature peut reprendre ses droits et parfois des barrages peuvent être empêchés grâce à la mobilisation. Certains ne seront pas construits, comme le barrage de Serre de la Fare en Haute-Loire. Si l'on peut rester optimiste pour la Terre, donc pour Giono, qui parviendra bien à se libérer de la camisole de force que les hommes d'aujourd'hui lui infligent,
On doit être beaucoup plus inquiet pour ces hommes eux-mêmes, pense-t-il, et pour la civilisation politico-mécanique, cette façon qu'on a pour gagner de l'argent, de sacrifier les choses de la nature. Alors, je passe un petit peu vite parce que je ne voudrais pas trop dépasser cette heure pour vous dire, pour en venir maintenant à l'autre personnage que je voudrais quand même faire intervenir, Giono ne lisait guère les philosophes. Mais néanmoins, sa manière de voir rejoint significativement les idées et la méditation que menait de son côté, dans les décennies d'après-guerre, le philosophe allemand Heidegger. Heidegger aimait aussi la Provence. Il est venu plusieurs fois. Il ne semble pas avoir lu Giono, lui non plus. Le poète que Heidegger aimait, le poète de la Provence, c'était René Char, chez qui il a séjourné plusieurs fois, et donc ce n'était pas sur les rives de la Durance, mais sur les rives de la Sorgue. Une rencontre a été manquée entre Giono et Heidegger, d'autant qu'en 1958, l'année même où donc Giono tourne le film L'eau vive, c'est l'année où Heidegger, je le disais au début, vient faire sa conférence à Aix-en-Provence. Dans les années 50, le centre de la pensée heideggerienne est sa réflexion sur la technique, et en particulier sa réflexion sur l'aménagement des cours d'eau pour produire de l'électricité. Il s'y intéresse en tant que philosophe. Il en a d'abord été inquiet à propos du Rhin. Évidemment plus proche de lui. Il l'exprime notamment dans une célèbre conférence de 1953, on est toujours dans les années 50, qui s'appelle « La question de la technique ». Et dans cette conférence, il oppose le fleuve poétique, car lui aussi, il pense qu'il y a eu une dimension poétique des rivières, qui a été chanté par un des grands poètes allemands, Hölderlin, et le fleuve industriel. Il oppose fleuve poétique, fleuve industriel, qui lui est équipé de centrales hydrauliques. La philosophie ne croit pas, en tout cas celle de Heidegger, ne croit pas qu'il y ait de réalité objective. Il n'y a pas de fleuve objectif, unique et toujours le même. Le Rhin poétique chez Hölderlin, ou la Durance poétique chez Giono, n'ont rien à voir avec le Rhin industriel ou la Durance industrielle, car on ne les regarde pas du tout de la même façon. Ce n'est pas du tout le même regard qu'on pose sur la rivière. Alors, qu'est-ce que le regard qui fait d'un cours d'eau une source d'énergie? C'est-à-dire, pour le regard industriel, le cours d'eau est essentiellement source d'énergie. Et qu'est-ce que c'est ce regard? Comment on peut le comprendre à travers la philosophie de Heidegger? Alors simplifions sa réponse et essayons d'aller assez vite, j'en aurai encore pour 5 minutes. D'abord, c'est un regard qui est fait pour commander. Commander, c'est d'abord un acte politique, mais l'homme industriel veut commander aussi aux choses qu'il déclare être des choses objectives, c'est-à-dire différentes de l'homme, pas vivantes. Alors que pour Giono, vous l'avez vu, la rivière, c'est une vie. Et c'est pas évident de dire que la nature, c'est un ensemble de choses non vivantes, un ensemble d'objets. Peut-être même il y a une erreur fondamentale à ce niveau-là. En tout cas, pour l'homme industriel, ce qui compte principalement, c'est la volonté. Il exige l'électricité. Nous en avons besoin, il nous en faut. Les savants ont découvert les secrets de la production électrique. Mais il y a beaucoup de découvertes en sciences qui peuvent rester un peu des sortes de curiosités sans lendemain. Non, la chose essentielle commence non pas à la découverte scientifique, mais quand on veut produire massivement du courant électrique, et pour tout le monde, et en grande quantité. Alors là, la découverte
purement scientifique, ça devient autre chose, ça devient de la technique. Et ça obéit à une exigence sociale et économique. L'homme industriel va donc, vous voyez, il veut commander, mais dans commander, il y a mander. Il va donc mander, c'est-à-dire de requérir ce qui, dans la nature, va lui permettre de produire cette électricité qu'il veut. Et mander, c'est-à-dire, dans le sens ancien du mot, ça veut dire envoyer chercher quelqu'un et le convoquer au tribunal, par exemple. Son regard tombe alors sur l'eau de la rivière et des fleuves, comme celui du chasseur tombe sur sa proie. Il y a là de l'eau, et l'eau est vue désormais sous ce regard nouveau. L'eau est vue comme une potentialité, à condition évidemment de mettre cette eau au travail, c'est-à-dire de la mettre entre des murs, de la canaliser. Ce n'est pas le même cours d'eau, celui qui est contemplé par le poète et celui qui est commandé par l'homme industriel, l'ingénieur, l'entrepreneur. Le premier, contemplé, il est laissé à sa place et il a sa vie propre qui lui est reconnue. Le second, il est capté, il est transformé, il est mis au travail. Et Heidegger peut-il expliquer la différence entre la centrale hydraulique et le moulin à eau qui lui aussi utilisait l'eau? Alors on peut se dire, ça n'est rien de nouveau finalement. Ben, si, il y a quand même une différence qu'il faut arriver à préciser, sinon on ne comprendrait pas, c'est que, certes, l'eau depuis longtemps servait au travail humain, comme il servait aussi les animaux d'ailleurs, et même les autres hommes, parfois réduits en esclavage. Les hommes, depuis toujours, instrumentalisent ce qu'ils rencontrent autour d'eux sur la terre. Et alors, Heidegger répond non pas pour le moulin à eau, mais pour le moulin à vent. Il dit « Le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air, mais ce n'est pas pour l'accumuler, dit-il. L'accumulation, c'est accroître une grande quantité avec le temps. Donc le vent et l'eau, pour l'homme industriel, ne sont pas simplement des qualités dont on peut se servir lorsqu'elles passent près du moulin à eau, mais elles deviennent des quantités et ils ne tiennent et donc il faut parvenir à accumuler ces quantités pour en disposer selon les besoins humains au fil du temps. Le compte, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'homme en vient à calculer ces quantités, mais ça ne suffit pas à comprendre la différence entre le moulin à eau et la centrale hydraulique. C'est qu'avec de l'eau qui est du mouvement, le meunier faisait tourner sa roue qui est du mouvement, et donc on restait dans le cadre du mouvement. Avec la centrale hydraulique, à partir d'une certaine type d'énergie, qui est une énergie cinétique, on produit une autre énergie, qui est une énergie électrique. Et donc, sous le regard de l'ingénieur, de l'homme industriel, du scientifique, la nature, ça n'est pas ceci ou cela, ce n'est pas soit de l'eau, soit du vent, c'est une énergie indéterminée qu'on va pouvoir transformer en une autre énergie. Le charbon, ça n'est pas du charbon, c'est la possibilité d'en faire du feu, puis de la vapeur. Vous voyez, c'est ce regard bien particulier qui est un regard quantitatif et qui consiste à ne plus voir les choses, à ne pas voir les choses, mais à voir dans chaque chose sa potentialité, la manière dont elle va pouvoir être transformée et servir à autre chose, à condition évidemment qu'elle soit détruite en tant que rivière ou en tant que gisement de charbon
ou en tant que... Donc, ce regard industriel, d'après Heidegger, je pourrais l'appeler aussi, c'est le regard de la technique, le regard du technicien, c'est ce qu'il y a de vraiment nouveau et qui n'est pas donc dû seulement à l'intelligence des savants, parce qu'on peut faire... Déjà, l'électricité, on la connaissait dans l'Antiquité. Ce qui est vraiment nouveau, c'est en faire un usage massif pour tous, à grande échelle, et pour y parvenir, donc, aménager le territoire jusqu'à modifier considérablement les pays. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait encore évidemment beaucoup à dire. J'ai dit presque rien sur Heidegger, mais je voudrais juste, avant qu'on puisse donc discuter, rappeler un peu les grands moments de ce que j'ai voulu vous dire. À partir du film, j'ai essayé de montrer qu'il y a une idéologie de l'aménagement du territoire, qui s'applique évidemment à la Durance, mais aussi aux routes et aux autres grands travaux. Il y a une idéologie. De quoi est-elle faite? D'où vient-elle? Quelle est son histoire? Est-ce que nous la comprenons bien, cette idéologie, quand nous nous promenons au bord d'un barrage ou quand nous en prenons une route? Ou est-ce que nous devons la conscientiser à chaque fois? Ça, c'était le premier. Deuxième chose que je vous ai dite, c'est comment une utilisation d'un artiste dans un film promotionnel est vraiment de l'ordre du mensonge et de la mauvaise foi, lorsque cet artiste a construit toute son œuvre pour dénoncer justement l'aménagement du territoire. Et puis la troisième chose, c'est un apport un peu plus conceptuel sur ce qui, à partir de Heidegger, sur ce qui fait le regard de l'homme industriel, qui est désormais un peu le regard de tout le monde, où finalement la nature, ce ne sont plus des êtres vivants, ce ne sont même plus des choses, c'est que de l'énergie qu'on peut transformer pour en disposer selon nos besoins. Et ces besoins, alors ça j'en ai pas parlé, mais on pourra l'aborder dans la discussion, ces besoins, d'où ils viennent? Aussi, il y a cette question-là. Est-ce que ce sont des besoins spontanés ou aussi des besoins produits? Voilà. Merci. Merci Jean-Marc. Donc maintenant, je vais laisser la parole au public pour éventuellement des questions, des remarques, des interventions. Il y a un micro. Bonjour. Oui, je voulais faire une réflexion parce que vous posez finalement la question des rapports entre la technique et l'humanité. Et c'est une question qui est vieille comme l'humanité, en fait, parce que l'humanité, sans la technique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'humanité est caractérisée par l'utilisation de la technique et les techniques changent. Et donc, la question qu'il faut se poser, et bon, je voulais citer un autre écrivain argentin très célèbre, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez sur l'avenir de l'humanité? Et Borges répondait je suis un peu vieux, je crois au progrès de l'humanité. Bon, donc, est-ce que la technique apporte le progrès ou pas? C'est un peu, finalement, la question que vous posez. Et vous faites plutôt une réponse négative. Alors, je pense que vous avez raison de vous poser cette question, parce qu'on voit, par exemple, avec l'effet de serre. L'effet de serre, actuellement, c'est une des conséquences du développement de certaines techniques, de chauffage, etc. Oui, donc il y a ces problèmes qui se posent. Il y a aussi la question des intérêts divergents qui doivent apparaître quand on trace une route.
quand on développe des routes au lieu de développer, par exemple, des transports électriques, etc. Donc, il y a effectivement la question de la démocratie qui se pose. C'est-à-dire comment les décisions se prennent. Alors maintenant, ce qu'il y a, s'il n'y avait pas du temps de Giono, il y a des enquêtes publiques. Et on fait appel à un projet, il y a des enquêtes publiques. Et alors, on sait effectivement que les enquêtes publiques, c'est extrêmement insuffisant d'un point de vue de la démocratie. Donc la réponse, finalement, c'est, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Et je crois qu'il faut développer la démocratie par rapport donc, aux évolutions qui sont visibles dans tous les domaines, dans la médecine, dans l'électricité, etc. C'est notre devoir, justement, de nous impliquer au niveau sociétal pour influer sur la prise des bonnes décisions. Voilà. Merci, monsieur. Je vais essayer de faire à chaque fois des réponses courtes. Est-ce que le progrès de la technique, c'est le progrès de l'humanité? Les deux ne vont pas forcément de pair. Heidegger s'est beaucoup demandé quelle était la différence entre la technique qui est une aptitude extrêmement précieuse de l'homme, qui a toujours existé, comme vous le dites, et la technique moderne. Et pour lui, il y a de grandes différences. Et c'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu à la fin, avec la différence entre le moulin à eau et la centrale électrique ou centrale atomique. Ce n'est pas le même rapport de l'homme à la nature. Hein. Quand la rivière a toujours servi, c'est vrai mais lorsqu'elle est, comment dirais-je, transformée dans en pure et simple énergie, ce n'est plus la rivière qu'on voit. Voilà. Mais ça, c'est une vraie question que je ne développerai pas plus. C'est de la différence entre la technique et les technologies industrielles. Il y a là une rupture. Oui, juste pour compléter par rapport à l'association donc SOS Durance Vivante, nous, effectivement, on participe à des réunions ou à des débats. Et ce dont on se rend compte avec les institutionnels, et notamment les ingénieurs, puisqu'il a été évoqué ici la question de l'ingénierie, c'est que la rivière est complètement absente du discours. Donc, comment est-ce qu'on note qu'elle est absente du discours? Tout simplement, il nous explique que si on a de l'eau, c'est parce qu'on a eu des barrages et des canaux. Et nous, on leur explique que s'il y a de l'eau, c'est parce qu'il y a un cycle de l'eau, et que le cycle de l'eau ne peut pas se passer de rivière vivante. Donc, c'est pour cette raison que nous, à SOS Durance Vivante, on essaie de rappeler à chaque fois dans les débats publics que si on a de l'eau, c'est qu'il y a un cycle de l'eau naturel, et qu'il y a quelque chose de naturel qui se passe, et que les canaux ne font que transporter une eau qu'on ne fabrique pas. Et donc on se rend compte aussi que lorsqu'on veut fabriquer cette eau, par exemple, il y en a certains qui nous disent qu'on peut se passer des rivières puisqu'on a la mer et qu'on peut dessaler, et bien là on a des retours d'expérience avec les Canaries, etc. On dépend d'une technologie, ça pollue, ça demande beaucoup d'énergie et on ne peut pas se passer des rivières. Ça on le sait. Donc du coup c'est ça, donc c'est vraiment la dimension qu'on veut faire entendre. Et une autre partie de réponse, c'est par rapport aux enquêtes publiques. Je pense que vous êtes tous conscients aussi que l'enquête publique, c'est pas l'acte démocratique par excellence. Mais nous, à SOS Durance Vivante, on participait aux enquêtes publiques et on a fini par faire un article à la lumière de cet ouvrage qui s'appelle Inutilité publique, en fait, et qui retrace le rôle d'une enquête publique. Et le rôle d'une enquête publique, c'est simplement pour sécuriser un projet de manière administrative et juridique. Ce n'est absolument pas là pour entendre la population. Mais simplement, c'est un passage obligé pour dire qu'on fait ce projet et on a sécurisé de manière administrative et juridique le projet simplement, mais ce n'est pas du tout là pour entendre la population. Oui, moi je vous remercie pour cet exposé extrêmement brillant et très juste sur l'analyse très fine de ces questions d'énergie. Mais je me demandais, je ne sais pas si je vais arriver à exprimer clairement mes idées, si le coup de projecteur très pertinent que vous portez sur le XXe siècle, 19e, XXe siècle, tout ce que vous avez dit sur
sur les transferts. Par exemple, il y a un élément, c'est que quand vous parlez de la musique de la Valkyrie et de l'avancée technologique des nazis, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont récupéré toute la pointe de la recherche technologique allemande, la libération, en tous les domaines. La grande puissance, la domination des États-Unis, ça vient effectivement pour beaucoup de l'Allemagne. Mais il y a un autre élément, quand vous parlez de Heidegger et de Hölderlin, il me semblait, moi, que la phrase citée par Heidegger et Hölderlin, c'était plein de mérites, mais en poète. L'homme habite sur cette terre. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être mieux situer pour vous tous tout ce que vous avez analysé dans un contexte de longue durée du passé et peut-être de longue durée du futur. C'est-à-dire que les transferts d'eau dans les pays, dans les climats de type méditerranéen, c'est quelque chose d'immémorial. Malheureusement, comme vous l'avez très bien expliqué, la technologie et l'accumulation. L'eau, on peut l'accumuler. Le vent, évidemment, on ne peut pas l'accumuler. On ne peut pas la capitaliser sur le vent. Mais par exemple aussi en Espagne, vous avez très bien analysé les transferts de l'empire colonial sur les colonies intérieures de l'Hexagone et de l'Europe. Ça, c'est très juste. Mais il y a eu le travail sur la Durance, et il y a aussi le canal de Philippe Lamour sur Languedoc, qui a permis d'assainir, de faire ces vastes projets. D'un côté, il y a les fosses, construit en partie avec l'eau de la Durance et du Verdon, de l'autre côté, le Languedoc. Et on envisageait de prolonger le canal Philippe Lamour jusqu'à Barcelone pour alimenter la ville de Barcelone en eau. Pourquoi? Parce que Barcelone, les vallées qui sont derrière les collines qui entourent Barcelone ont été surexploitées par la culture maraîchère intensive pour produire des tomates pour les Allemands 8 jours ou 3 semaines avant les Marocains. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait essayer de situer votre analyse dans le contexte aujourd'hui politique et territorial. Et le dernier élément, ça serait, je crois que le titre de votre livre, c'est là, il y a le mot la terre, le titre du livre, c'est... La terre confisquée. La terre confisquée. La terre confisquée, voilà. Donc c'est la question de la terre et du territoire et de l'échelle. Parce que c'est très très juste, puisque vous dites sur la Durance, mais ici nous sommes des Aixois, nous sommes des Provençaux, nous sommes des Marseillais, et en fait nous vivons dans le bassin versant Durance-Verdon. Et il y a énormément d'interdépendance, non seulement avec l'eau, mais avec les déplacements. On appelle ici les gagots. Les hommes suivent le chemin de l'eau. Et donc, moi je pensais en vous écoutant, en fait, parce que vous avez aussi cité la question des personnalités juridiques des fleuves. Vous avez vaguement parlé de ça, à propos d'un cours d'eau, il me semble, dans le Massif central, non? On parle de la personnalité juridique de la loi. Et l'association que je ne connais pas bien, de la Durance vivante, la personnalité juridique de la Durance. Et tout ça, il y a un territoire. Et donc, on pense naturellement au soulèvement de la terre et on pense aux zones à défendre. Parce que, donc, l'avenir, c'est effectivement, il faut replacer ces questions technologiques. Alors, ici, on vit avec l'électricité produite par la Durance, mais on vit aussi avec l'eau. Vous voyez, donc, est-ce que les gens savent que toute l'eau qui coule au robinet, c'est l'eau du Verdon, ici? À Marseille, c'est l'eau de la Durance, aussi, et du Verdon. Et on prolonge le canal parce qu'il y a le canal de la Durance avec EDF, mais il y a aussi le canal de Provence avec le Verdon. Et donc, tout ce dispositif, il doit être débattu, effectivement, de façon démocratique, mais à quelle échelle, c'est ça la question, et comment. Et il y a une école en Italie qui s'appelle l'école territorialiste, qui essaye de théoriser en fait ça, et qui parle d'un retour aux collines, la civilisation des collines. Ici, la Durance, c'est parce que c'est la chute des Alpes dans la Méditerranée.
c'est l'endroit de la Méditerranée où les plus hautes montagnes tombent le plus abruptement dans la mer. Le rôle de la Durance, c'est l'espèce de gouttière du poids. Donc là, il y a une territorialité provençale à assumer et à faire le lien avec votre analyse pertinente et la question de notre citoyenneté territorialisée. Merci, monsieur. Vous avez vraiment dit beaucoup de choses. Je reprends juste un élément. Et parce que vous en avez aussi parlé, c'est la dimension politique. À partir du moment où les sociétés contrôlent les milieux humains, les éléments, se pose forcément la question de la prise de décision. Et donc ça, c'est dans une société démocratique, ça devrait être l'objet d'une discussion. Et force est de constater que dans l'aménagement du territoire, il y a un déficit quand même démocratique. Je fais dans le livre une brève histoire de l'enquête d'utilité publique et aussi d'autres, comment dirais-je, certaines politiques sont allés dans le bon sens en essayant de mettre un petit peu de démocratie dans ces procédures. Après tout, l'enquête d'utilité publique, ouverte à tous, ce qui n'était pas le cas avant, c'est plutôt mieux que pas de consultation du tout des habitants. Et donc c'est un dispositif juridique qui pourrait avoir une certaine valeur pour que la discussion se fasse. Seulement, ce sont les décideurs, et là il faut se tourner du côté des politiques, qui se plient de manière très artificielle à ce procédé d'enquête, à cette procédure d'enquête, sans vraiment tenir compte des résultats quand ça ne les arrange pas. Et donc, il faut voir ce qu'on en fait d'un outil qui aurait quelques virtualités démocratiques, mais si on ne veut pas bien s'en servir de cet outil juridique, là je parle d'un outil juridique, ça devient juste, comme l'a dit Jean-Michel, une étape qu'il faut franchir le plus vite possible, et puis après le préfet, quel que soit l'avis des habitants, déclare les travaux d'utilité publique. Donc effectivement, un déficit démocratique au niveau de l'aménagement du territoire, je suis d'accord pour dire ça. Ouais. Pour compléter sur deux points importants, il me semble, c'est d'abord la personnalité juridique. Effectivement, nous, en 2023, on a fait une déclaration, on considère que c'est une entité naturelle juridique, on est sorti de la notion de personne, parce qu'on a travaillé avec notre affaire à tous, et notamment un juriste qui a, lui, modifié la constitution de la Nouvelle-Calédonie en introduisant la notion d'entité naturelle juridique et non plus de personnalité juridique, parce qu'il a travaillé avec les Kanaks, et il a donné des droits aux tortues et aux requins. Et les Kanaks ont dit, nous on ne mange pas de personnes, donc du coup ça nous choque, vous mettiez personnalité juridique à des tortues et à des requins, donc on voudrait changer de concept, de terme, et donc du coup il a découvert ce terme d'entité naturelle juridique, et dans une réunion, un avocat nous a dit aussi que ça l'embêtait de dire personnalité juridique pour une entité naturelle, parce qu'il nous a dit une personne, ça a un début et une fin, et on espère que notre rivière Durance n'aura pas de fin, donc du coup on est parti sur cette idée d'entité naturelle juridique. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le droit? Ça veut dire que ce n'est plus un objet, mais elle a une valeur propre. Et donc, quand on regarde les mémoires d'avocats de EDF, quand on leur demande de moins turbiner, de laisser plus d'eau dans la rivière Durance, qu'est-ce que disent leurs avocats? Ils leur disent que eux, quand l'eau est dans le canal, dans notre canal, elle est valorisée parce qu'elle sert soit à irriguer, soit à produire de l'électricité, soit à l'eau du robinet. Alors que quand elle est dans la rivière, elle n'a pas de valeur. C'est ce que disent donc ils valorisent. Donc nous, on considère que la rivière en elle-même a une valeur propre. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et pour la question de la démocratie, effectivement, on nous la pose souvent. Et donc nous, on a postulé à la commission locale de l'eau, puisqu'on est régi par des règles, et donc on a très récemment, on aurait pu le faire depuis 2002, il y a une commission locale de l'eau qui a été nommée pour faire un stage, un schéma d'aménagement de gestion de l'eau pour la Durance. Et dans cette commission locale de l'eau, ils sont 100, et donc on a postulé pour y être. Sur les 100, il y en a uniquement à peu près 5
qui défendent l'environnement. Nous, ils ne nous ont pas acceptés, ils nous ont refusé notre candidature. On a attaqué au tribunal administratif. Le 30 octobre, on était devant le tribunal, mais le rapporteur public ne nous a laissé aucun espoir sur le fait qu'on allait gagner, puisque le préfet a respecté la loi. Donc, c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est la démocratie concrètement. C'est que vous avez 100 personnes qui se réunissent, et sur les 100 personnes, vous avez uniquement 5 qui sont là pour défendre l'environnement. Tous les autres sont là pour défendre un usage de la rivière. Donc, c'est pour cette raison que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre le fait de discuter avec des industriels, on n'est pas contre le fait de discuter avec des élus qui représentent un certain nombre d'intérêts, mais on voudrait que ça soit équilibré. On voudrait que la discussion soit équilibrée. Et là, quand il va y avoir des votes, les 5 vont lever la main quand ils vont dire il faut protéger, mais les 5, il y en a 95 qui vont lever la main dans l'autre sens. Vous voyez, les discussions ne sont pas équilibrées et la loi permet ça. Donc du coup, le juge administratif va sûrement conclure en disant la loi, le préfet a respecté la loi, vous n'êtes pas nombreux à défendre l'environnement, c'est la loi qui veut ça. Donc c'est pour vous montrer que la démocratie, il faut l'interroger. Et enfin, il y a un travail qui avait été fait il y a quelques années ici sur la Durance. Et dans le conseil d'administration d'EDF, vous pouvez le regarder, c'est public, il n'y a pas la rivière. Alors qu'ils ont la concession depuis 1955 de la rivière Durance, on aurait pu imaginer, quand ils se réunissent, il puisse y avoir une personne qui représente au moins les intérêts de la rivière. Elle n'est pas présente. Il y a des hauts fonctionnaires, il y a des administratifs, il y a des financiers, et ils parlent même dans le rapport financier de capital financier. La rivière est considérée comme un actif financier, avec des risques. Vous voyez, donc elle n'est pas présente, alors qu'en depuis 1955, ils ont la concession de deux rivières. Voilà pour répondre rapidement aux questions. Bonsoir. Je voudrais revenir simplement sur Giono. Et votre exposé a suscité 3 petites observations de ma part. La première, c'est quand on voit le film L'eau vive, ce qui m'a frappé, c'est le visage fermé de Giono. Il n'est pas du tout souriant, et franchement, on a l'impression que sa réponse, elle est là. La deuxième, c'est je tiens à souligner qu'il y a un roman de Giono qui s'appelle Bataille dans la montagne, et qui retrace l'histoire d'un barrage en montagne. Il me semble, sauf erreur de ma part, parce que j'ai lu il y a longtemps, que ce roman a été écrit antérieurement à l'histoire de Serre-Ponçon. Mais dans cet ouvrage, Giono dépeint avec tout son talent la violence de l'État centralisateur qui vient imposer son projet à des populations montagnardes qui ne sont pas forcément d'accord. Et dans ce roman, il y a beaucoup de violence. Alors, évidemment, ce roman fait écho à toute cette histoire de Serre-Ponçon et de l'EDF qui a fait venir Giono. La réponse de Giono était peut-être déjà avant le projet de barrage de Serre-Ponçon. Et la troisième, c'est l'aspect critique de Giono quant à la technique et ses positions politiques également. Vers la fin de sa vie, quand il y a eu le projet du CEA à Cadarache, Giono avait dit en substance que c'était une aberration de le faire à Cadarache, de faire le CEA à Cadarache, mais qu'il valait mieux le faire sous le jardin de l'Élysée qui ne servait à rien. Et voilà, ça, jusqu'à la fin de sa vie, Giono a eu cette position critique et anarchiste. Voilà, j'en ai fini. Oui, c'est une position critique de Giono. Je voulais juste relever que vous, de nouveau, posez la question politique. Est-ce que l'aménagement du territoire qui est fait pour valoriser ce que tu disais prend en compte toutes les valeurs humaines? C'est à voir avec un peu le progrès de l'humanité qui n'est pas la même chose que le progrès des techniques. Les valeurs poétiques, par exemple, ou les valeurs affectives, elles sont déjà beaucoup plus difficiles à exprimer parce qu'elles ne sont pas quantifiables ni conceptualisables. Il faut le génie poétique d'un Giono pour nous montrer que la Durance est un être vivant qui ressemble à un chat. Vous voyez cette métaphore très belle.
Et donc, dans une discussion politique, dans une instance quelle qu'elle soit, il est très difficile de faire valoir ces valeurs non marchandes et non quantifiables. Il est déjà difficile de les exprimer dans notre langue. Et donc, comment, quand on réfléchit sur dossier, comme font les décideurs, inclure ces valeurs dans leurs réflexions. Ils vont dire qu'elles sont subjectives, ça dépend des gens. Vous voyez, c'est très difficile pour qu'il y ait une vraie discussion politique, il faut un langage commun. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de langage commun entre les défenseurs de la nature et les aménageurs de la nature, et parce qu'ils n'ont pas le même regard sur la réalité. Mais la réalité, c'est le regard qui la forme, qui la fait. Et donc, c'est le regard poétique qui fait de la Durance une rivière poétique. C'est le regard industriel qui fait de la Durance une source d'énergie. Et donc il y a un conflit des valeurs qui est un conflit des regards. Et pour dire un petit mot un tout petit peu plus philosophique, vous savez, puisque vous l'avez mentionné, que Heidegger fait partie de ce courant de philosophie qu'on appelle la phénoménologie. En phénoménologie, c'est le regard qui fait le phénomène. Et c'est l'homme qui, par la manière dont il aborde les choses, crée de la réalité. Eh bien, à partir du moment où vous avez conflit des regards et conflit des langages, vous créez des réalités différentes. Et c'est un peu comme si un ingénieur ne vivait pas dans le même monde qu'un poète, mais ça serait trop facile de dire ça. Mais l'ingénieur, quand il aura fini son travail, il prendra un roman de Giono et il l'aimera sincèrement, ce roman de Giono, parce qu'il ne sera plus dans le cadre de son travail. En réalité, ce n'est pas les personnes qui comptent, mais c'est la mission professionnelle qu'on leur donne et qui leur impose un certain type de langage et un certain système de valeurs durant au moins le temps de leur exercice professionnel. Et donc, ce qu'il faut arriver à changer, il ne s'agit pas de critiquer les personnes, jamais, mais arriver à changer la pensée qui structure nos interventions dans la nature. Et ça, c'est assez difficile. Je crois qu'il faut de la philosophie, entre autres, de la philosophie critique. Encore un mot pour faire suite à ce que vous venez de dire. L'objectivation de la nature qu'on va retrouver chez les ingénieurs et les aménageurs, malheureusement, je dirais, on les retrouve aussi chez beaucoup de défenseurs de la nature. Donc ce discours me rappelle mon engagement que dans le passé pour la défense d'un massif proche ici qui s'appelle la Sainte-Baume. En gros, la défense de la nature actuellement exclut tout regard poétique sur la nature. C'est un regard d'ingénieur en fait. On va hiérarchiser les espèces, les définir, les quantifier et dans un but finalement qui a un but de gestion, ça aboutit à une gestion totale de l'environnement. Si une personne dit par exemple, mais ce vallon qui est à côté de chez moi, dans lequel je m'y battais étant jeune, je voudrais le protéger, ce genre de propos n'est pas audible. Et le sentiment est complètement refoulé par rapport à la nature, y compris donc dans ceux
qui voudraient la protéger, chez ceux qui voudraient la protéger. Voilà, j'en ai fini, je passe le micro à... Alors, moi j'avais plein de réflexions suggérées par votre exposé très intéressant, et le film. Le film, il est vraiment assez extraordinaire. Merci d'avoir donné comme clé de lecture la domination coloniale et la guerre pour interpréter ce film. Moi j'en avais une complémentaire, c'est la domination de sexe, la domination masculine. Je ne sais pas si vous avez réalisé à quel point, d'un côté on a le féminin, la violence, la nature, rebelle, sauvage, incontrôlable, et de l'autre côté, la puissance des ingénieurs des mâles. J'ajoute ça comme interprétation, et ça me semble dire beaucoup de choses. On a déjà eu aussi, à l'occasion d'aborder des thématiques comme l'écoféminisme, avec un exposé là-dessus, où j'essaie de montrer le rapport étroit entre la domination masculine et la domination de l'homme, entre guillemets, sur la nature, entre guillemets. La deuxième réflexion, c'est que ce film fait quand même terriblement daté, terriblement désuet. Un tel film serait impossible à proposer au public aujourd'hui. Donc je me suis posé la question pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 50-60 pour qu'un tel film soit absolument impensable aujourd'hui ? Et sans vouloir être délibérément trop optimiste, il me semble qu'on est rentré dans une nouvelle conjoncture dans les années 70-80, qui est une crise terrible de l'idéologie du progrès. Une crise terrible de l'idéologie du progrès. Il y a quand même eu des catastrophes nucléaires. Il y a quand même, tous les jours, il y a des catastrophes liées aux inondations, donc à l'imperméabilisation des sols, etc. Donc, un tel discours de promotion sur le mode de l'évidence du lien entre progrès technique, gigantisme des projets techniques et retombées sociales humaines est impossible à tenir aujourd'hui. Il me semble que l'actualité est pleine d'illustrations en ce sens. Et de ce point de vue, ce n'est qu'un développement récent d'une mise en crise qui a traversé tout le XXe siècle, tout de même, puisque Première Guerre mondiale, l'élan bolchevique avec le développement technique, avec les progrès techniques. Seconde Guerre mondiale, la Shoah, Hiroshima, etc. Enfin bon, l'idéologie du progrès a pris quand même un sacré coup sur la figure depuis tout le XXe siècle, et je pense que ça s'est accéléré depuis les années 70-80. Qu'est-ce qui pourrait rester comme mode de promotion de grandes opérations d'aménagement du territoire dans un pays comme la France? Je ne parle pas de certains pays du Sud où ça continue. La Chine, il me semble qu'il y a des grands projets de barrages assez monstrueux. Mais voilà, je voulais qu'on s'interroge collectivement sur le fait qu'on est quand même rentré dans une nouvelle période où on ne peut plus tenir le même discours. Oui, pour la lecture complémentaire sur le film, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur le changement d'époque, il a certainement eu lieu, mais mon livre commence à un moment du Covid, et on se disait, après ce Covid, il y aura un monde d'après où on ne pourra plus faire ces grands projets et encore moins en faire la promotion. Et bien, ce qu'on a vu quand même, c'est que tous ces projets ont été relancés et sont actuellement relancés, et que, comment dire, je ne suis pas sûr. Le message du film, qui a quelque chose, ce film a quelque chose d'un peu naïf, d'accord, de caricatural, mais peut-être que le même message passe de manière plus subtile aujourd'hui dans certaines publicités ou dans certains systèmes de communication. Et puis oui, ça vaut la peine qu'on en parle, qu'on échange là-dessus. Je ne suis pas sûr. Évidemment, il y a eu ces catastrophes que vous avez dites, mais elles sont si vite oubliées, les catastrophes. Et vous voyez bien qu'on a relancé le programme nucléaire en France. Et vous voyez bien que la route dont je parle, c'est quelque chose d'actuel, porté par des hommes politiques qui parfois
sont très autoritaires sur leur territoire et qui affirment par des méthodes de communication dont ils disposent, qu'il faut des équipements. On n'emploierait plus le mot de progrès aujourd'hui, mais on dirait, oui, mais ces gens, ils demandent des équipements, il leur en faut, pourquoi pas eux? Pourquoi ils seraient laissés de côté? Quand il y a eu les Gilets jaunes, on a dit pourquoi ces gens se révoltent? C'est parce qu'ils ne sont pas associés à quoi? À la croissance. Alors on n'a pas dit au progrès, parce que la critique philosophique du progrès a été faite et bien faite, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, mais on emploie des euphémismes, ils sont laissés à l'écart, ils sont abandonnés, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Si ce n'est qu'il faut aller leur apporter de nouveau l'équipement, les équipements de la modernité, les équiper avec la fibre, les équiper avec ceci et cela. Et donc, je crois qu'on n'est pas sorti de l'idéologie de l'aménagement du territoire, même si aujourd'hui elle s'exprime de manière différente. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais vous pouvez... Je rebondis sur ce que disait monsieur, parce oui. que je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je partage l'idée que dans une société où les gens ont l'impression qu'il y a moins d'État, qu'il y a des territoires perdus de la République, que l'État n'intervient plus, ils ont besoin de sécurité. Il semblerait donc que l'aménagement du territoire ne soit plus une priorité étatique et que les gens demandent où est l'État. Et donc, la description pour moi que vous faites, elle correspond à une période des années 50-60 qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui, même si les contradictions demeurent. Je ne rentrerai pas dans donner une personnalité juridique à un délire ou je ne sais pas quoi, pour moi ça c'est du délire, mais en revanche, ce que je pense, c'est que la technologie a changé de paradigme. C'est la Silicon Valley, c'est le numérique, et donc l'aménagement du territoire aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire numérique, et on est entré dans une autre logique, c'est ce que je pense. C'est la même. Et... Quelqu'un que vous n'évoquez absolument pas, c'est Jacques Ellul, qui a écrit le bluff technologique, la technique ou l'enjeu du siècle et le bluff technologique. Bon, je veux dire, il est mort avant l'intelligence artificielle, mais il aurait été décapant. Oui, c'est vrai. Dans mon livre, je parle de Charbonneau. Et donc, ils étaient très amis. Ce qui n'apparaît pas du tout non plus, c'est que vous continuez à raisonner comme l'humain au-dessus de la nature. Mais l'humain, il est partie intégrante de la nature. Tant qu'il ne modifiera pas sa façon de raisonner, il ne peut pas arriver à trouver de solution. Et de toute façon, dans le mur, on y va, à vitesse accélérée. Oui, juste pour peut-être, je ne sais pas si c'est pour conclure, mais en tout cas, sachez qu'on peut visiter le barrage de Serre-Ponçon. C'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont omis, c'est un barrage qui ne peut pas être submersible, il n'est pas submersible, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas passer par-dessus, il n'a pas été prévu pour ça. Donc il n'a pas été prévu en cas de forte pluie, de neige en même temps, il n'a pas du tout pour ça. Et il ne peut pas descendre aussi en dessous d'une certaine cote parce que son étanchéité est assurée par un noyau en argile. Et cet noyau en argile doit être en permanence humide. Si jamais il descend trop bas et trop longtemps, le noyau en argile va se fissurer. Alors c'est un barrage extrêmement solide, hein, c'est-à-dire que même s'il se fissure, il y aura de l'eau qui passera, parce que c'est un barrage en poids, il n'y a pas du tout de béton, hein, c'est un barrage qui fait il y a 14 millions de mètres cubes de terre, enfin de rôles de terre, etc. Mais en tout cas, voilà, ils le disent, hein, quand on visite, ils disent, voilà, il n'a pas été prévu pour submerger, il n'a pas été prévu pour descendre. Donc, vous voyez un peu l'imaginaire qu'ils avaient de l'époque, hein, pas d'extrême dans un sens ou dans un autre. Non, mais en plus, ils s'en basent. Ils ne peuvent pas le détracer.
Alors ça, apparemment, c'est pas si sûr que ça, parce qu'en fait, c'est un barrage qui fait, quand on voit le lac, ça fait comme Nike. Vous voyez, Nike, la vague comme ça. Et donc, les limons restent du côté d'Embrun. Donc, régulièrement, ils les enlèvent. Mais là, par rapport au fait qu'ils devaient privatiser les barrages, les travaux ont été arrêtés. Donc, effectivement, ils s'envasent, mais ils s'envasent du côté plutôt d'Embrun. On n'a pas, pour l'instant, je ne crois pas qu'ils soient du côté du barrage. Donc, si vous voulez, je vous parle. Oui. Bon, pour conclure, je vous parle très rapidement de nos actions sur les urgences vivantes. Donc, on a une action autour de la qualité de l'eau. On s'interroge, donc on a des articles sur ça. Donc, quelle est la question qu'on se pose? Elle est extrêmement simple. C'est vous avez d'un côté la directive REACH, je ne sais pas si vous la connaissez, qui existe depuis 2007, qui enregistre, normalement, un industriel est obligé d'enregistrer ces substances chimiques qu'il produit en Europe. Et d'un côté, vous avez la qualité de l'eau qui mesure. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui mettent au point des substances chimiques qui sont pour certaines très dangereuses. On découvre les PFAS, par exemple. Les PFAS, ça fait un moment que c'est enregistré dans la directive REACH. Les poils adhésives, non adhésives, ça existe depuis très longtemps. Ça a été enregistré dans la directive REACH. Mais par contre, de l'autre côté, on ne les mesure pas. Donc, nous, on tire à sonnette d'alarme en disant qu'il faudrait qu'il y ait un lien entre les deux. C'est-à-dire que quand un industriel enregistre une substance, il faudrait qu'on puisse la mesurer si elle se retrouve dans l'eau potable, parce que forcément elle se retrouvera dans l'eau potable. On ne peut pas tout filtrer, donc ça c'est une des actions qu'on mène. Les droits de la nature, les actions juridiques aussi, donc ça on apprend beaucoup sur les dossiers. C'est quoi la personnalité juridique de la nature? Alors l'entité naturelle juridique par rapport à, comme je l'ai dit, l'entité naturelle pour la rivière du Rance, je ne parle pas de la nature, je parle de la rivière du Rance et peut-être de son bassin, c'est de considérer qu'elle a des droits et qu'elle a des valeurs en elle-même. Par exemple, elle pourrait rester en justice. Lorsqu'on fait un ouvrage et que ça perturbe son cycle, elle pourrait rester en justice. Lorsqu'on coupe des arbres dans sa ripisylve, elle pourrait rester en justice. Vous voyez, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'elle puisse par elle-même, qu'elle ait sa valeur propre lorsqu'elle est polluée. Donc on a écrit tout un tas de droits qu'elle pourrait avoir, de ne pas être polluée par exemple. Vous voyez, de pouvoir circuler librement, de pouvoir nourrir sa ripisylve, de pouvoir avoir ses crues. Une rivière, c'est essentiel qu'elle ait des crues. Si je peux me permettre, c'est une manière de remettre l'humain au niveau de la nature. De ne pas le laisser au-dessus, comme ça. Voilà. Actuellement, dans le droit de l'environnement, la nature, c'est un objet. Voilà. Bon, mais écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions? Un petit peu. Une observation par rapport à l'évolution de la ligne TGV qui s'est construite TGV, entre Lyon et Marseille. Bon, moi, j'ai toujours été sceptique, mais enfin bon, c'est comme ça. Et je sais qu'on ne voit pas que sur 300 km, quand même, c'est une quantité de destruction de paysage tout le long. On ne voit pas ça, bien sûr. Ceux qui prennent le TGV ne se rendent pas compte de tout ça. Bien sûr. Mais ce que je constate, c'est que la fameuse ligne LGV qui était prévue entre Marseille et Nice, qui semble nécessaire quand même, parce que Nice, c'est quand même un peu éloigné. À Nice, on est obligé de prendre l'avion pour la Paris. Et bien, quand même, elle est remise en cause. C'est-à-dire que cette ligne LGV, les territoires, donc les départements, n'en veulent pas. On sait pourquoi, parce que derrière, il y a bien sûr le tourisme, mais surtout les vignerons, etc. Enfin, voilà. En tout cas, heureusement, la ligne TGV Marseille-Nice ne se fera pas. C'est vraiment une ligne équivalente. Voilà. Merci. Merci à Jean-Marc. Et puis, Merci.